il y a 100 millions d'années, les plaines de l'Amérique du Sud préhistorique tremblaient sous le poids de créatures géantes, et alors que le T-Rex n'existait même pas encore, un colosse de 35 mètres de long et pesant 100 tonnes était sur le point de devenir le plus grand animal terrestre ayant jamais marché sur Terre. Mais ce qui rendait vraiment l'Argentinosaurus invincible n'était pas seulement sa taille colossale, mais un secret évolutif qui défiait toutes les lois de la physique que nous connaissons sur la façon dont les créatures géantes devraient vivre. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes, car maintenant, je vais tout te raconter. Pourquoi pense-t-on que l'Argentinosaurus est l'un des animaux les plus fascinants de toute l'histoire de la Terre? L'Argentinosaurus est un dinosaure dont le nom vient du pays où on l'a trouvé, l'Argentine. Ce pays se trouve en Amérique du Sud. Il y a très longtemps, il n'y avait pas encore d'êtres humains, pas de voitures et pas de grandes villes. À cette période très ancienne vivait l'Argentinosaurus. C'était il y a environ 100 millions d'années. Cela veut dire qu'il faut imaginer notre planète avec seulement des plantes, des rivières, de grandes forêts et beaucoup d'animaux très différents de ceux que nous voyons aujourd'hui. À cette époque, le climat était très chaud. Il y avait beaucoup de grandes forêts et de grandes plantes. Les animaux pouvaient devenir très gros car il y avait beaucoup à manger. L'Argentinosaurus était l'un de ces animaux. Il marchait sur la terre ferme, parmi ces forêts denses, à la recherche de nourriture. Ce dinosaure était vraiment très grand. Les scientifiques croient qu'il était le plus grand animal qui a marché sur la Terre. Pourquoi est-il si célèbre? Ce n'est pas seulement parce qu'il était grand. Beaucoup de personnes aiment l'histoire des dinosaures parce que ces animaux sont très différents de ceux d'aujourd'hui. Mais l'Argentinosaurus est spécial. Sa taille est difficile à imaginer car il était encore plus grand qu'une grande maison. Il pouvait mesurer jusqu'à 35 mètres de long. Cela veut dire qu'il aurait pu occuper tout un petit terrain de sport sans difficulté. Son poids était aussi impressionnant. Les personnes qui étudient les dinosaures, qu'on appelle des paléontologues, pensent qu'il pouvait peser 100 tonnes. Pour comprendre, une voiture normale pèse environ 1 tonne, et même le plus grand éléphant du monde pèse moins de 10 tonnes. L'Argentinosaurus pesait donc 10 fois plus qu'un éléphant très lourd. C'est difficile à imaginer, mais cela montre bien à quel point ce dinosaure était énorme. Son nom, Argentinosaurus, signifie « lézard d'Argentine ». Les scientifiques l'ont appelé ainsi parce que les premiers fossiles, c'est-à-dire les os qui sont restés dans la terre pendant des millions d'années, ont été trouvés dans une région d'Argentine appelée la Patagonie. C'est dans cette région que les chercheurs ont trouvé quelques-uns des grands os de ce dinosaure. Ces fossiles sont importants car ils nous disent beaucoup de choses sur comment les dinosaures vivaient avant nous. Par exemple, les os de l'Argentinosaurus sont très différents des os d'un chien, d'un chat ou même d'un homme. Ils sont beaucoup plus gros, bien sûr, mais ils sont aussi faits de façon spéciale pour supporter un poids aussi grand. Certains de ces os sont creux, un peu comme des tubes, ce qui aide le dinosaure à ne pas être trop lourd et à pouvoir marcher sans que ses os se cassent. Mais pourquoi l'Argentinosaurus nous intéresse tant? Parce qu'il nous montre les capacités de la nature. Il y a 100 millions d'années, les plantes grandissaient partout et les animaux étaient obligés de s'adapter à leur environnement pour survivre. L'Argentinosaurus est un bon exemple de cet effort de la nature. Il avait un corps adapté pour manger beaucoup, marcher loin et vivre dans des lieux où il y avait beaucoup d'autres animaux et beaucoup de concurrence pour la nourriture. L'Argentinosaurus était un dinosaure herbivore. Cela veut dire qu'il ne mangeait que des plantes. Il ne mangeait pas de viande. Il passait presque toute sa journée à chercher et à manger des feuilles, des branches ou même des arbres entiers. Son cou était très long. Avec ce cou, il pouvait atteindre sans bouger toutes les feuilles qui se trouvaient très haut dans les arbres. Peu d'animaux pouvaient faire cela à cette époque. La découverte de l'Argentinosaurus a beaucoup aidé les scientifiques à comprendre la vie des anciens animaux. Avant ces découvertes, on connaissait déjà des dinosaures très grands, mais l'Argentinosaurus était encore plus spectaculaire. Son squelette, même incomplet, montre des dimensions hors du commun. En voyant ses os dans un musée,
on peut vraiment voir la différence de taille avec tous les autres êtres vivants connus sur la Terre. Ce géant nous apprend aussi que la vie sur la planète a beaucoup changé avec le temps. Aujourd'hui, on ne voit plus d'animaux aussi grands vivre sur la Terre. Mais il y a 100 millions d'années, ce n'était pas si exceptionnel d'avoir de très grands animaux. La nature avait tout ce qu'il fallait pour permettre à de tels animaux d'exister. La nourriture en grande quantité, un climat doux, de grands espaces pour marcher beaucoup. Ce qui rend aussi l'Argentinosaurus fascinant, c'est qu'on ne trouve pas beaucoup de ces fossiles. Les chercheurs ont dû être très attentifs pour rassembler les morceaux d'os. Chaque morceau retrouvé donne de nouvelles informations. Cela aide à savoir à quoi pouvait ressembler l'animal entier, comment il bougeait et comment il vivait. Même s'il manque des parties du squelette, on peut, avec plusieurs indices, imaginer l'aspect général du dinosaure. Un autre point important, c'est l'aide que l'Argentinosaurus apporte pour comprendre la préhistoire. Les animaux comme lui vivaient à une époque très longue appelée le Crétacé. Ce mot désigne une période où la Terre était très différente. Les continents n'avaient pas encore la même forme qu'aujourd'hui. Il y avait des zones très chaudes et très humides. Les plantes étaient différentes aussi. Beaucoup de fougères, beaucoup de conifères et des plantes primitives couvraient les sols. Dans cet environnement, le corps de l'Argentinosaurus était parfait pour survivre. Sa grande taille le protégeait des prédateurs. Les animaux carnivores de son époque étaient dangereux, mais attaquer un animal aussi énorme et aussi haut était très difficile. L'Argentinosaurus devait chercher beaucoup de nourriture chaque jour. Pour manger autant, il devait aussi se déplacer de longues distances, parfois en groupe pour se protéger. Passer du temps à observer les os de l'Argentinosaurus permet de se rendre compte que la nature peut produire des animaux puissants et très différents de ceux d'aujourd'hui. Cela nous apprend aussi à être curieux des mystères du passé, à vouloir en savoir plus sur comment vivait la vie il y a si longtemps. En étudiant l'Argentinosaurus, les scientifiques peuvent aussi mieux comprendre les autres dinosaures qui ont vécu en même temps que lui. Parfois, on retrouve des restes de plusieurs espèces côte à côte, ce qui aide à imaginer la scène d'une forêt il y a 100 millions d'années, avec de grands arbres, des petits animaux cachés dans les feuilles, et au milieu de tout cela, un ou plusieurs Argentinosaurus qui se déplacent lentement, cherchant de quoi manger. La popularité de l'Argentinosaurus ne vient donc pas uniquement de sa taille, mais de tout ce qu'il permet de découvrir sur la vie passée. C'est un symbole de la préhistoire. Il rend plus concrète cette période lointaine qu'on ne peut pas voir mais que l'on peut étudier grâce aux fossiles. En réalité, chaque os retrouvé, chaque petit morceau est comme une pièce d'un grand puzzle. Ce puzzle raconte l'histoire d'une planète différente, pleine de vies variées, où chaque créature a une place importante dans son environnement. L'Argentinosaurus, avec sa taille immense, était l'un des acteurs principaux de ce vieux monde. Il est aussi fascinant de savoir que ces grands dinosaures ont disparu. Cela montre que la Terre change souvent. Les climats changent, les plantes changent, et les animaux doivent toujours s'adapter ou disparaissent. Les scientifiques travaillent encore aujourd'hui pour trouver plus d'os et pour mieux comprendre pourquoi ces animaux ont disparu. Chaque nouvelle découverte apporte des réponses, mais aussi de nouvelles questions. L'Argentinosaurus intéresse beaucoup de gens. Petits et grands aiment venir voir ces squelettes dans les musées. Les paléontologues expliquent comment ils ont trouvé les os, comment ils les nettoient et comment ils les rassemblent pour montrer l'aspect final du dinosaure. Souvent, dans un musée, le squelette de l'Argentinosaurus est la pièce la plus grande et la plus impressionnante. C'est aussi un moyen pour les enfants d'apprendre l'histoire de la vie sur Terre. Ils peuvent imaginer un monde où de tels animaux marchaient lentement sur la terre, mangeaient les feuilles des plus hauts arbres et regardaient autour d'eux avec un long cou. Son histoire continue d'inspirer les chercheurs mais aussi les artistes qui créent des images, des dessins, des modèles en 3 dimensions pour que tout le monde puisse mieux comprendre ce qu'est un Argentinosaurus et à quoi il ressemblait vraiment. L'Argentinosaurus reste un mystère à de nombreux égards. Son mode de vie exact, la couleur de sa peau ou la façon dont il protégeait ses petits
ne sont pas connus avec certitude. Mais grâce aux fossiles, aux recherches et à l'imagination, on peut se rapprocher un peu plus de ce grand animal, le plus grand de tous ceux qui ont marché sur la Terre. Découvrir l'Argentinosaurus, c'est un peu comme ouvrir une porte sur le passé très lointain de la Terre. Ce dinosaure géant fait rêver, poser des questions et rappelle combien notre planète a hébergé des animaux vraiment extraordinaires. Chaque morceau de son histoire nous aide à mieux connaître le long chemin de la vie sur Terre et à comprendre que tout change, tout évolue, mais que certains souvenirs peuvent rester gravés très longtemps, même dans la pierre. Quand on s'intéresse à l'Argentinosaurus, il devient très important de comprendre comment les scientifiques ont appris son existence et ce qu'ils ont pu trouver pour nous donner toutes ces informations. Tout commence avec la découverte de ces fossiles, c'est-à-dire les restes de son corps transformés en pierre qui ont traversé des millions d'années avant d'être trouvés. Ces fossiles sont rares et demandent beaucoup de travail pour être étudiés. Ils ont permis de mieux comprendre comment l'Argentinosaurus vivait, à quoi il ressemblait et ce qui le rendait spécial. La première fois qu'un os d'Argentinosaurus a été découvert, c'était en Argentine, dans une région appelée le nord de la Patagonie. Cette région a beaucoup de plaines, de montagnes, et parfois, il y a très peu de végétation en surface. Sous la terre, il existe beaucoup de restes d'animaux anciens, mais la plupart sont très difficiles à trouver. Parfois, c'est grâce à l'érosion, c'est-à-dire le vent et la pluie qui enlèvent de la terre, que des os commencent à apparaître à la surface. C'est un fermier qui, par hasard, a remarqué une forme bizarre dans le sol de son champ. Cette forme était longue et solide. Il a d'abord pensé que ce n'était qu'une grosse pierre. Mais en touchant cette forme et en retirant un peu de terre, il a compris que ce n'était pas comme les autres pierres. Il a alors parlé avec des habitants de la région, puis des chercheurs ont été prévenus. Des paléontologues sont venus voir cette découverte et ils ont très vite compris qu'ils avaient devant eux un os fossilisé d'un très grand animal. Les fouilles, c'est-à-dire le travail pour sortir l'os de la terre sans le casser, ont commencé. Il faut savoir que retirer un fossile du sol demande beaucoup de patience. Les paléontologues utilisent des outils spéciaux. Certains outils ressemblent à de petites brosses, d'autres à de minuscules pelles. Si un os se casse, il est très difficile de le recoller. Chaque geste doit être très lent et précis. Au bout de plusieurs jours, ils ont pu sortir un énorme os qui appartenait à la hanche du dinosaure. Cet os faisait presque 2 mètres de long. Après cette première découverte, d'autres équipes de chercheurs sont revenues dans la région pour chercher d'autres os. Ils ont fini par trouver d'autres morceaux du même animal, quelques vertèbres, c'est-à-dire les os qui forment la colonne vertébrale, et un bout de jambe. Tous ces os étaient très grands. Ce sont ces morceaux qui ont donné aux scientifiques une idée de la taille générale de l'Argentinosaurus. Jusqu'à présent, le squelette complet n'a jamais été trouvé. Il manque beaucoup d'os, mais déjà, avec les parties retrouvées, les chercheurs ont pu comprendre qu'il s'agissait d'un des plus grands animaux ayant jamais vécu. Chaque os trouvé donne des indices précieux. Par exemple, en regardant la forme de la hanche, on peut savoir comment l'animal marchait. Les vertèbres révèlent la souplesse de son dos et la force de son cou. La jambe, avec ses os très épais, montre que l'animal devait porter un poids immense. Parfois, les scientifiques trouvent aussi de petits morceaux abîmés, mais même ces petits morceaux sont importants. Ils servent à comparer avec les squelettes d'autres dinosaures déjà connus. Les paléontologues n'étudient pas seulement la taille, ils examinent aussi la forme des os pour savoir si le dinosaure avançait vite ou lentement, s'il pouvait tourner facilement quand il marchait ou s'il devait bouger en ligne droite. Ils observent aussi si les os montrent des blessures, des marques ou des signes de maladies anciennes. Grâce à ces observations, ils reconstituent la vie de l'Argentinosaurus et peuvent l'imaginer dans son environnement naturel. Beaucoup de ce que nous savons sur ce dinosaure vient donc de ces morceaux de fossiles. Mais trouver un os ne suffit pas. Après avoir été extrait du sol, il doit être nettoyé délicatement dans un laboratoire. Ils enlèvent la terre et la poussière en utilisant des outils légers et parfois de l'eau. Quand l'os est très fragile, parfois on le recouvre d'abord avec des produits spéciaux pour éviter qu'il ne tombe en morceaux. Ensuite, on mesure les os,
on les photographie sous tous les angles et on prend des notes sur chaque détail visible à l'œil nu. Le travail des scientifiques ne s'arrête pas là. Une fois les os propres et bien étudiés, ils comparent ces fossiles avec ceux d'autres dinosaures géants déjà découverts ailleurs dans le monde. Cela permet de vérifier si les os viennent bien d'une nouvelle espèce ou d'une espèce déjà identifiée. Pour l'Argentinosaurus, il s'est vite avéré qu'il avait des particularités qui n'existaient pas chez les autres dinosaures connus à cette époque, surtout pour ce qui concerne la taille, la forme des vertèbres et la structure de la hanche. Ces découvertes en Argentine ont eu un impact important sur la paléontologie. Beaucoup de chercheurs du monde entier sont venus voir les fossiles dans les musées de la région pour mieux les étudier. Certains ont fait des dessins très précis des os, d'autres ont créé des modèles en 3 dimensions pour estimer la grandeur réelle du dinosaure. Les ordinateurs sont aussi utilisés pour faire des modèles virtuels de l'animal afin de comprendre mieux ses mouvements et sa façon de vivre. La rareté des fossiles d'Argentinosaurus rend chaque nouvelle découverte très précieuse. Quand un nouvel os est signalé, toute une équipe se prépare à partir sur le terrain. Les fouilles demandent parfois plusieurs semaines, et il arrive que les paléontologues ne retrouvent qu'un ou 2 petits fragments. Même ces petits morceaux sont importants car ils peuvent donner des informations sur la croissance de l'animal, sur la manière dont il se nourrissait ou sur ses os évoluaient avec l'âge. Les endroits où on a trouvé les fossiles de l'Argentinosaurus sont aussi étudiés avec soin. Ils se situent dans des sols très anciens, dans des couches de roches qui datent du Crétacé, c'est-à-dire une époque qui a commencé il y a environ 145 millions d'années et qui s'est terminée il y a environ 66 millions d'années. L'Argentinosaurus a vécu vers le milieu du Crétacé il y a environ 100 millions d'années. Les roches qui entourent les fossiles sont analysées pour savoir quel était le climat de l'époque, quelles plantes poussaient autour du dinosaure et quels autres animaux vivaient à côté de lui. Il arrive parfois que d'autres fossiles soient trouvés dans la même couche de terre que ceux de l'Argentinosaurus, comme des dents de dinosaures carnivores, des restes de petits animaux ou des branches fossilisées. Cela donne une idée de la vie en groupe. Si plusieurs os sont trouvés ensemble, les chercheurs pensent que les dinosaures vivaient peut-être en troupeau. Trouver des fossiles dans le même endroit aide aussi à comprendre comment les animaux se sont retrouvés fossilisés. Certains sont morts ensemble près d'une rivière, d'autres se sont déposés pendant des crues ou des tempêtes de boue, ce qui a permis de conserver leurs os jusqu'à aujourd'hui. Les fossiles de l'Argentinosaurus ne montrent pas seulement sa taille, ils révèlent aussi des détails importants. Par exemple, en coupant un tout petit bout d'os et en le regardant au microscope, les chercheurs peuvent voir la structure interne. Cela leur a permis de voir que certains os étaient creux à l'intérieur. Cette adaptation permettait à l'Argentinosaurus d'avoir un squelette moins lourd, ce qui était très utile pour un animal aussi immense. Si ses os avaient été pleins partout, il n'aurait pas pu supporter son poids ou même marcher. En étudiant la forme de ses os, les paléontologues ont remarqué aussi que l'Argentinosaurus devait être très lent. Sa taille et sa masse étaient si énormes que même avec des jambes puissantes, il ne pouvait pas aller vite. Sa démarche devait être calme, régulière. Cela ne veut pas dire qu'il était sans défense, car la plupart des prédateurs n'osaient sans doute pas s'attaquer à un aussi gros animal adulte. D'autres détails partent de l'étude des endroits où l'on trouve des fossiles. Quand les chercheurs voient que certains os sont cassés ou déplacés, cela veut dire qu'après la mort de l'animal, d'autres animaux ou les os ont pu transporter les os ailleurs. Parfois, on retrouve des restes de plusieurs dinosaures différents dans la même ancienne rivière fossile. Cela aide à imaginer la vie sur place et les mouvements des animaux après leur mort. Une fois que tous les os de l'Argentinosaurus ont été sortis de terre et nettoyés, des copies en résine ou en plastique peuvent être faites pour les musées. Comme le squelette complet n'a jamais été trouvé, les scientifiques s'appuient sur les os existants et sur ceux d'autres dinosaures similaires pour compléter le modèle. Ils utilisent beaucoup de calculs pour imaginer la taille des parties qui manquent, comme la tête ou la queue. Les vertèbres, qui sont les os du cou et du dos, sont souvent les parties les plus trouvées car elles sont grosses et solides. En Argentine,
Les vertèbres d'Argentinosaurus sont célèbres car elles peuvent faire plus d'1 mètre de long chacune. Cela permet de calculer la longueur totale du dinosaure avec assez de précision, même s'il manque quelques vertèbres au milieu. La hanche et les jambes sont aussi très impressionnantes. Elles montrent à quel point l'Argentinosaurus était adapté à porter son grand corps. Les jambes sont très épaisses, avec des os larges pour soutenir tout son poids. Il ne faut pas oublier tout le travail de protection des fossiles. L'Argentine possède des lois spéciales pour éviter que les fossiles importants ne partent dans des collections privées ou dans d'autres pays sans autorisation. Cela permet de garder les trésors de la préhistoire dans le pays d'origine et de les montrer dans les musées nationaux. Beaucoup d'élèves et de visiteurs viennent admirer ces os incroyables chaque année, apprenant ainsi l'importance de ce patrimoine préhistorique. Parfois, en étudiant les fossiles, les scientifiques trouvent d'étranges marques sur les os, comme des griffures ou des traces de dents. Ces marques servant de preuve que même si l'Argentinosaurus était très grand, il pouvait quand même être attaqué, surtout quand il était jeune ou malade. Les chercheurs essaient de savoir si ces traces sont faites par des prédateurs de son époque ou si elles viennent des déplacements des os et des cailloux après la mort de l'animal. Grâce à toutes ces recherches, le portrait de l'Argentinosaurus est devenu de plus en plus précis. On sait désormais qu'il avait un squelette incroyable, tout en longueur, avec un cou immense et une queue très allongée. Il avait aussi des jambes très puissantes, bien adaptées pour marcher sur la terre ferme. Chaque nouvel os découvert ajoute des petits détails et parfois oblige à corriger ce que l'on pensait savoir sur ce dinosaure. Toute cette histoire, commencée par un simple os vu dans un champ, montre l'importance de la patience et de la curiosité. Ce sont les fossiles, même rares, qui racontent la vie d'animaux qui ont vécu il y a 100 millions d'années. Les scientifiques continuent de chercher, de mesurer et d'examiner tous les nouveaux indices trouvés sous la Terre pour compléter pièce par pièce l'histoire de l'Argentinosaurus et découvrir encore plus sur sa taille, sa vie et l'environnement dans lequel il a pu évoluer. Pendant que les os sont extraits, nettoyés, rassemblés et étudiés, les chercheurs se posent beaucoup de questions sur la taille réelle et le poids de l'Argentinosaurus. Les morceaux d'os retrouvés en Argentine font comprendre que cet animal était vraiment immense. Pour arriver à estimer ses dimensions, les scientifiques utilisent les fossiles trouvés, mais aussi les os d'autres dinosaures proches et des calculs très précis. Il faut connaître aussi la forme des muscles, la façon dont l'animal portait son cou, la longueur de la queue et la largeur de ses hanches. Tous ces détails sont importants pour imaginer le véritable poids et la vraie taille de ce géant de la préhistoire. Les chercheurs ont ainsi calculé que la longueur totale de l'Argentinosaurus pouvait atteindre 35 mètres. Ce nombre n'est pas facile à imaginer, alors les spécialistes passent beaucoup de temps à expliquer la mesure. 35 mètres, c'est une distance très longue, plus longue que la plupart des autobus ou des camions. Mais pour l'Argentinosaurus, c'était seulement la distance de la tête jusqu'à la pointe de la queue. Sa hauteur, du sol jusqu'au dos, pouvait dépasser 6 mètres. Cela veut dire que si une personne voulait toucher le dos de l'animal, il faudrait construire une échelle très haute pour y arriver. Son poids est aussi impressionnant. Les calculs montrent que l'Argentinosaurus pouvait peser environ 100 tonnes. La tonne est une unité de mesure du poids. 100 tonnes, c'est un poids très difficile à imaginer. Les scientifiques expliquent souvent que c'est beaucoup plus lourd que tous les animaux qui vivent aujourd'hui sur Terre. Même les plus grands éléphants actuels ne pèsent pas plus de 10 tonnes. Ainsi, pour soutenir une masse aussi grande, il fallait des jambes solides et très épaisses, ainsi qu'une structure osseuse parfaitement adaptée. Pour avoir une estimation aussi précise, les paléontologues utilisent plusieurs méthodes. Premièrement, ils analysent la taille des os de la jambe, comme le fémur, qui est l'os principal de la cuisse. Quand on mesure cet os, on sait à peu près combien pesait la partie supérieure du corps et l'ensemble du dinosaure. Plus l'os est large et solide, plus l'animal devait être lourd. Ils comparent aussi la taille des vertèbres et des hanches trouvées avec celles d'autres dinosaures géants pour affiner leurs calculs.
Parfois, il crée des modèles en argile ou en plastique, à la même taille que les os, pour voir si tout s'assemble bien et si les proportions sont logiques. La longueur du cou est un autre élément qui fait augmenter la taille totale de l'Argentinosaurus. Son cou, constitué de nombreuses grandes vertèbres, est une partie essentielle de sa longueur générale. Ce cou lui permettait non seulement d'atteindre des grandes hauteurs pour manger, mais il augmentait aussi de plusieurs mètres la taille calculée du dinosaure. L'ajout de la queue, qui était aussi très longue, permet d'obtenir le nombre total de mètres indiqué par les scientifiques. Le poids est toujours difficile à évaluer exactement. Les os ne donnent pas toute l'information sur les muscles, la graisse ou la peau, qui ne se fossilisent pas bien. Pour ces parties, les chercheurs regardent aussi d'autres animaux actuels ayant un corps massif et essaient de calculer la masse de chair qui pourrait entourer les os. Ils prennent note de certains indices, comme la largeur du bassin et la solidité des membres, pour voir si le dinosaure était plutôt mince ou très épais. Petit à petit, ils arrivent à une estimation qui varie mais qui tourne autour de 100 tonnes pour un adulte. Ce poids gigantesque a des conséquences sur la façon de vivre de l'animal. Un Argentinosaurus avait besoin de manger énormément pour maintenir son énergie chaque jour. Il devait marcher beaucoup pour trouver de la nourriture. Son corps, avec un squelette solide et des membres très épais, était parfaitement adapté à ses besoins. Les muscles de ses jambes étaient robustes. Les empreintes fossiles trouvées dans certaines terres montrent que l'animal avançait lentement, sans courir, et qu'il posait tout son pied à plat à chaque pas. En observant de près les os, on voit que chaque vertèbre du dos est grande et conçue pour porter le poids du tronc, du long cou et de la queue. Certains os sont plus longs que les jambes d'un homme adulte. Cela montre l'incroyable solidité du squelette. La disposition des membres, sous le corps, fait penser que le dinosaure marchait avec un pas régulier, sans plier beaucoup les genoux, pour mieux supporter tout son corps. Si les membres avaient été placés sur le côté, comme chez certains autres animaux anciens, l'Argentinosaurus n'aurait pas pu porter son propre poids sans s'effondrer. Les proportions de l'Argentinosaurus sont donc uniques. Son long cou augmentait la taille totale, mais permettait aussi de répartir le poids entre l'avant et l'arrière du corps. Sa queue, très longue, servait d'équilibre. Son dos était droit, pas arrondi. La largeur du bassin permettait de soutenir les organes internes, dont un appareil digestif immense et très long, nécessaire pour traiter les grandes quantités de plantes qu'il devait manger chaque jour. Le travail de calcul ne s'arrête pas là. Pour chaque os, les scientifiques mesurent la longueur, la largeur, l'épaisseur, puis ils comparent ces mesures avec ce qu'ils connaissent d'autres géants. Ils utilisent parfois des scanners très puissants et des ordinateurs pour voir l'intérieur des os. Cela permet de vérifier si l'os est plein ou creux. Beaucoup de grandes vertèbres de l'Argentinosaurus sont en partie creuses, ce qui aide à réduire le poids total du squelette. Cette adaptation était essentielle pour vivre avec un corps aussi gigantesque. Lorsque les chercheurs en Argentine ont réuni tous les fragments d'os, ils ont reconstitué le mieux possible le squelette. Le résultat montre un animal au dos très haut, à la queue droite, au cou allongé, avec 4 pattes solides bien posées sous le corps. La forme générale fait comprendre toute la puissance et la taille réelle de ce dinosaure. Les mesures prises sur place sont partagées avec tous les autres chercheurs du monde pour que tout le monde puisse se faire une idée claire de l'apparence de l'Argentinosaurus adulte. L'étude de la longueur et du poids a aussi un autre but important. Elle permet de savoir comment l'animal consommait l'énergie et combien de plantes il devait ingérer chaque jour. Les chercheurs ont estimé qu'un animal de 100 tonnes devait manger des centaines de kilogrammes de plantes en 24 heures pour survivre. Cela aide à comprendre aussi son mode de vie, le nombre d'heures passées à manger, les déplacements nécessaires pour trouver suffisamment de végétaux et le type de nourriture privilégiée. Les dimensions incroyables de l'Argentinosaurus servent aussi de référence pour comparer avec d'autres grands dinosaures de l'époque du Crétacé. En Amérique du Sud, plusieurs autres grands sauropodes ont été découverts, mais jusqu'à présent, aucun n'atteint la taille calculée pour l'Argentinosaurus. Cette supériorité de taille le place comme un champion parmi tous les animaux terrestres connus à ce jour.
Il est devenu le point de comparaison pour la taille maximale possible atteinte par un être vivant sur la terre ferme. Les recherches sur la taille évoluent en même temps que de nouveaux fossiles sont découverts. Parfois, il arrive que d'autres os, plus longs ou plus épais que ceux déjà connus, soient trouvés. Dans ces cas, les scientifiques révisent leurs calculs et partagent les nouvelles mesures. Il existe aussi des débats parmi les spécialistes pour savoir si la taille maximale atteinte par l'Argentinosaurus était vraiment de 35 mètres et 100 tonnes ou si certains individus pouvaient être encore un peu plus grands ou plus petits. Tout dépend du nombre de fossiles découverts et de leur état de conservation. Il est aussi important de signaler que tous les Argentinosaurus n'atteignaient pas la même taille. Comme pour les animaux d'aujourd'hui, il y avait des jeunes, des adultes, des animaux plus petits ou plus grands selon leur âge et leur alimentation. Une fois adulte, un Argentinosaurus qui mangeait bien et vivait dans un environnement riche pouvait devenir vraiment immense et atteindre une taille exceptionnelle. Les petits devaient grandir pendant de longues années avant d'avoir une taille comparable aux grands individus découverts par les scientifiques. Le fait d'avoir un corps aussi vaste soulève d'autres questions sur la façon dont l'Argentinosaurus se déplaçait. Ce poids énorme faisait que l'animal ne pouvait pas courir. Il avançait probablement à une vitesse très lente, en posant une patte après l'autre avec précaution. Chaque mouvement devait être bien contrôlé, sinon il risquait de perdre l'équilibre. Les muscles des jambes et du dos étaient très développés. Il est certain que l'Argentinosaurus ne sautait pas, ne grimpait pas et ne pouvait pas franchir de grandes pentes. Il restait dans les zones plates, avec beaucoup de végétation, là où il pouvait facilement marcher et se nourrir. Pour mieux comprendre le squelette et la structure du corps, des experts en biologie, en anatomie animale et en ingénierie travaillent souvent ensemble. Ils font des simulations sur ordinateur pour tester si la forme des membres et du squelette correspond à ce que l'on attend d'un tel géant. Ils cherchent à savoir si l'Argentinosaurus aurait pu supporter son propre poids plus longtemps qu'un autre dinosaure, comment il posait ses pattes, s'il pouvait nager ou marcher dans des sols boueux, et s'il avait besoin d'accompagnement d'autres membres du même groupe pour se déplacer en sécurité. Observant tout cela, on comprend que la taille de l'Argentinosaurus n'est pas seulement une particularité unique, c'est une clé pour mieux connaître toute la vie des dinosaures géants. Cette taille influence tout, le mouvement, l'alimentation, la défense contre les prédateurs, la façon de se reposer et même le nombre d'années nécessaires pour devenir adulte. Un dinosaure aussi grand laisse des traces dans le paysage. Les sols portaient les empreintes de ses pas, et certains scientifiques pensent qu'il pouvait même tasser la terre de façon visible quand il marchait longtemps au même endroit. Les fossiles de plantes trouvés à côté de ces os montrent aussi que la végétation devait être très abondante pour nourrir d'aussi grands animaux. Les forêts d'il y a 100 millions d'années étaient différentes, riches en arbres et en fougères, avec beaucoup de feuilles accessibles pour un dinosaure muni d'un cou aussi long. La découverte d'un tel géant permet aussi aux artistes et aux scientifiques de créer des reproductions grandeur nature. Dans plusieurs musées, en Argentine mais aussi ailleurs dans le monde, il existe des squelettes ou des modèles de l'Argentinosaurus reconstitués à l'échelle réelle. Ces reproductions donnent une idée très exacte du volume de l'animal et impressionnent tous les visiteurs. Les enfants voient ainsi à quelle hauteur le dos du dinosaure pouvait monter, la longueur de son cou et la puissance de ses pattes. Tous ces détails aident à mieux imaginer la vie quotidienne de l'Argentinosaurus. Pour boire, il devait s'approcher lentement des rivières. Pour manger, il devait avancer dans la forêt, lever son cou et tirer sur les branches à sa portée. Sa taille le protégeait des carnivores, mais elle l'obligeait aussi à trouver toujours de grands espaces pour pouvoir bouger sans se blesser. Il existe encore beaucoup de questions sur les records de taille dans le monde des dinosaures, cependant pour l'instant les chiffres donnés pour l'Argentinosaurus restent les plus élevés et font de lui un animal vraiment extraordinaire. Toutes ces observations montrent l'importance de chaque fossile retrouvé et du travail réalisé par les chercheurs pour comprendre étape par étape comment un animal aussi impressionnant a pu vivre sur notre planète.
Comprendre la taille immense de l'Argentinosaurus permet de se demander comment il était construit à l'intérieur. Son squelette révèle des secrets sur sa vie quotidienne et sur les adaptations qui lui ont permis de survivre avec un corps si gigantesque. Les scientifiques s'intéressent de très près à la forme exacte de ses os, à la manière dont ils sont assemblés et à tout ce que cela nous apprend sur son mode de vie. Chaque détail du squelette d'Argentinosaurus sert à comprendre comment il bougeait, comment il restait debout et comment il pouvait porter son poids énorme. La forme de son corps commence au niveau de la colonne vertébrale. L'Argentinosaurus possédait une colonne très longue, composée de nombreuses vertèbres. Les vertèbres sont les os qui forment le dos et le cou. Chaque vertèbre peut mesurer plus d'1 mètre de long. Les chercheurs étudient comment toutes ces vertèbres s'emboîtaient pour soutenir le poids du cou, du dos et de la queue. La colonne était solide, mais elle devait rester assez souple pour bouger sans casser sous la pression. Les vertèbres étaient donc renforcées par de petites projections osseuses qui s'emboîtaient et empêchaient les mouvements brusques qui auraient pu endommager la structure. Un autre point important du squelette est la hanche, appelée aussi bassin. Chez l'Argentinosaurus, la hanche est extrêmement large et solide. Cela servait à supporter les organes internes du dinosaure et donnait de la place pour l'appareil digestif, très long chez un animal qui devait manger toute la journée. Cette hanche permettait aussi de fixer de puissants muscles pour les pattes arrière. Grâce à cela, les jambes pouvaient porter tout le poids du corps, même si celui-ci atteignait 100 tonnes. Les pattes de l'Argentinosaurus sont elles aussi très spéciales. Les os de la jambe, surtout le fémur, sont très grands et épais. Les scientifiques ont retrouvé des os qui dépassent 1,50 m de longueur. Les articulations, là où les os se rejoignent, sont larges et arrondies. Cela empêche les membres de glisser et donne de la stabilité aux dinosaures pendant qu'ils marchent ou qu'ils se lèvent. Les pieds montrent aussi une adaptation particulière. Ils sont larges, avec plusieurs doigts épais. Les scientifiques pensent qu'il y avait sûrement des coussinets semblables à des petits coussins sous chaque doigt pour répartir le poids et éviter d'enfoncer la patte dans le sol mou. Au niveau de la queue, le squelette de l'Argentinosaurus continue d'impressionner. La queue est très longue et comprend aussi de nombreuses vertèbres. Elle n'est pas seulement là pour la longueur. Elle servait à équilibrer tout le corps quand l'animal avançait ou quand il tournait la tête et le cou pour manger. Une queue trop courte aurait pu déséquilibrer le dinosaure. Les muscles autour des vertèbres de la queue étaient puissants, ce qui empêchait la queue de traîner au sol et aidait à garder tout le corps stable. Dans le tronc, on trouve les côtes. Chez l'Argentinosaurus, les côtes sont longues, larges et arquées. Elles forment une cage thoracique vaste, dans laquelle prenaient place le cœur, les poumons et d'autres organes essentiels. Une telle cage thoracique était nécessaire pour protéger tous ces organes et leur laisser assez de place pour bien fonctionner. Les chercheurs sont fascinés par la structure des os de l'Argentinosaurus. Un détail qui attire beaucoup l'attention est le fait que beaucoup de ces os sont creux à l'intérieur. Cela ne signifie pas qu'ils sont fragiles. Au contraire, l'os ressemble à un tube avec de fines parois et beaucoup de petits espaces à l'intérieur, un peu comme une éponge solide. Cette adaptation permet de rendre l'os beaucoup plus léger sans perdre en solidité. Grâce à cela, le dinosaure pouvait avoir un squelette grand et résistant sans être trop lourd. Les scientifiques appellent cela une adaptation pneumatique, car ces espaces pouvaient même être remplis par de petits sacs d'air, reliés peut-être aux poumons, comme chez certains oiseaux aujourd'hui. Cette découverte montre que la nature a choisi les meilleures solutions pour rendre possible la vie d'un animal aussi immense. En étudiant les coupes des os sous le microscope, on remarque de minuscules tunnels. C'est là que le sang circulait pour nourrir les tissus vivants et aider à réparer les blessures, si un os se fêlait ou si l'animal grandissait. La disposition exacte du squelette donne aussi des informations sur la façon de se mouvoir. Les jambes, placées presque directement sous le tronc, servent à mieux porter le grand poids. Les pieds sont alignés sous les hanches
et la colonne est bien droite, ce qui empêche l'animal de tomber. L'étude des articulations montre que l'Argentinosaurus bougeait lentement, mais sûrement, en avançant un pied après l'autre et en gardant toujours 3 points de contact avec le sol pour plus de stabilité. Même si l'animal pesait autant, il pouvait marcher sur la terre ferme sans grande difficulté grâce à cette organisation du squelette. La taille et la structure des membres montrent que le cœur et les poumons devaient être très grands, eux aussi. Pour déplacer le sang et l'oxygène dans un si grand corps, il fallait sûrement un cœur puissant et des poumons bien développés. Il est probable que le système respiratoire de l'Argentinosaurus avait des particularités adaptées à sa taille, peut-être des organes de réserve pour mieux envoyer l'oxygène jusque dans le long cou et la grande queue. Ces hypothèses sont basées sur l'étude des fossiles, mais aussi sur la comparaison avec d'autres animaux de grande taille. Les scientifiques ont aussi étudié les dents retrouvées et la forme de la mâchoire. Bien que peu de crânes d'Argentinosaurus aient été découverts, il est possible de voir que la bouche était large et les dents nombreuses, plutôt en forme de petits cylindres faciles pour couper et arracher les plantes. Les mâchoires sont aussi solides, mais pas faites pour mordre fort ou casser de gros morceaux de bois. Elles sont adaptées à une alimentation faite de feuilles, de branches tendres et de végétaux faciles à cueillir. Un autre aspect important du squelette est la croissance. Les os fossilisés montrent souvent des lignes à l'intérieur, un peu comme les cercles dans un tronc d'arbre. Ces lignes donnent une idée de l'âge du dinosaure au moment de la mort. En étudiant ces marques, on découvre que l'Argentinosaurus grandissait sur plusieurs dizaines d'années avant de devenir adulte. Une fois adulte, il restait à peu près à la même taille, mais devait continuer à manger beaucoup pour conserver sa force et la santé de ses os. La position de la tête, du cou et de la queue a aussi son importance. Les vertèbres cervicales, c'est-à-dire celles du cou, sont conçues pour supporter une pression très forte, car le cou est long et doit être solide pour ne pas casser. Les chercheurs pensent que le cou pouvait bouger vers le haut, le bas et un peu vers les côtés pour atteindre plus de branches. La queue, en étant bien attachée à la hanche et soutenue par des muscles puissants, jouait plusieurs rôles: l'équilibre, la défense et peut-être la communication avec d'autres membres du groupe en frappant le sol ou en bougeant de façon bien visible. Les scientifiques utilisent les os découverts pour construire des maquettes grandeur nature dans les laboratoires et les musées. Ce travail aide à comprendre comment chaque os s'adapte aux autres. Les modèles sont parfois complétés avec des matériaux de synthèse pour imaginer les parties manquantes, comme le crâne. On pose les os sur de grands supports métalliques pour donner la forme finale du dinosaure debout. Ces squelettes sont mesurés, photographiés, étudiés sous tous les angles. Ce travail permet à chacun de voir le vrai volume d'un Argentinosaurus adulte et d'admirer sa structure remarquable. La résistance des os a aussi été vérifiée par des calculs et des expériences. Des ingénieurs et des biologistes ont testé la solidité des os creux et trouvé que leur forme arrondie répartit le poids sans créer de points faibles. Un squelette aussi géant peut résister à des mouvements lents mais puissants, suffisants pour toute la vie du dinosaure sur la terre ferme. Les différences entre les squelettes retrouvés d'Argentinosaurus et ceux d'autres dinosaures montrent aussi que chaque espèce avait son propre mode de vie. Par exemple, certains dinosaures géants avaient des os plus courts ou une hanche plus étroite, ce qui changeait la façon de marcher et la zone où ils pouvaient vivre. L'Argentinosaurus est unique par l'épaisseur de ses jambes, la longueur de son cou et de sa queue et la solidité de ses os creux. Les études plus récentes cherchent à comprendre combien un animal aussi massif pouvait vivre d'années. Les indices sur la croissance des os, la réparation naturelle des tissus et la robustesse de certains os de la hanche ou des jambes semblent indiquer que l'Argentinosaurus pouvait vivre plusieurs décennies, parfois plus de 60 ans si les conditions étaient favorables. L'environnement où l'Argentinosaurus vivait a aussi influencé la forme de son squelette. Les terrains étaient souvent plats ou légèrement vallonnés, recouvert de végétation épaisse. Un squelette très large lui permettait d'avancer dans les forêts denses et de trouver de la nourriture partout, sans se bloquer contre les arbres.
La force de ses membres aidait à marcher sur des sols humides ou recouverts de feuilles glissantes et même à traverser de petits cours d'eau si besoin. La communication entre les Argentinosaurus pouvait aussi passer par la posture corporelle. En soulevant la tête ou en frappant le sol avec la queue, chaque animal pouvait se faire voir ou entendre de loin. Les muscles étaient fixés sur de grandes surfaces osseuses, ce qui donnait de la puissance, mais aussi une bonne coordination de chaque mouvement. En regardant toute la structure du squelette, on comprend que chaque détail, chaque adaptation a permis à l'Argentinosaurus de survivre dans son environnement. Son ossature légère mais solide, la disposition de ses membres, la longueur de son cou, tout cela montre une évolution très efficace. Ce géant pouvait grandir, manger, marcher, se défendre et vivre longtemps grâce à toutes ces particularités internes. L'étude de tous ces éléments nous aide aussi à imaginer sa vie de tous les jours, ses habitudes et ses interactions avec les autres membres de son groupe dans une nature ancienne pleine de mystères à découvrir. Quand on observe la façon dont l'Argentinosaurus est construit, un détail attire particulièrement l'attention. Son cou, qui est incroyablement long et bien adapté aux besoins de cet animal géant. Ce cou spécial permet à l'Argentinosaurus de faire de nombreuses choses utiles dans son environnement, ce qui montre que même les plus petits détails de son corps ont une grande importance pour sa survie. Étudier ce cou, c'est comprendre comment il vivait, comment il mangeait et même comment il se protégeait. Le cou de l'Argentinosaurus est formé de plusieurs grands os, appelés vertèbres cervicales. Les scientifiques estiment qu'il possédait au moins 12 à 14 vertèbres dans son cou, alors que la plupart des animaux ont beaucoup moins. Cela montre que la longueur totale du cou pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres ou plus. Ces vertèbres sont longues, solides et creusent à l'intérieur afin d'être légères. La structure interne de chaque vertèbre contient des poches d'air reliées sans doute au système respiratoire. Cette adaptation rend le cou moins lourd, ce qui est très utile quand il doit rester levé pendant de longues heures. Grâce à ce cou, l'Argentinosaurus pouvait atteindre des endroits très élevés dans les arbres pour attraper des feuilles et des branches jeunes, riches en nutriments. Les scientifiques pensent qu'il n'avait pas besoin de se déplacer autant qu'un animal au cou court, car il pouvait bouger seulement la tête et le cou pour explorer une grande zone autour de lui, sans bouger tout son corps. Cette capacité le rendait capable de manger plus de nourriture sur place en dépensant peu d'énergie pour se déplacer. Le cou n'était pas simplement long, il était aussi souple. Les vertèbres cervicales, même si elles sont grandes, étaient taillées de façon à permettre des mouvements différents, lever la tête pour observer autour, baisser le cou pour attraper des plantes basses ou allonger le cou sur les côtés pour atteindre d'autres branches. Il y avait des ligaments robustes et des muscles puissants attachés à chaque vertèbre. Ces muscles étaient nécessaires pour tenir le cou bien droit ou pour le déplacer sans fatigue. Les chercheurs pensent que le cou jouait aussi un rôle dans la protection et la communication. En levant la tête très haut, l'Argentinosaurus pouvait surveiller ce qui se passait autour de lui, repérer d'autres dinosaures, détecter un danger qui approche ou même suivre les déplacements de son groupe. Le mouvement du cou pouvait aussi transmettre des signaux visuels aux autres membres du groupe, comme se lever pour montrer l'alerte ou abaisser le cou pour indiquer qu'il est tranquille. La forme de la tête placée au bout de ce long cou est aussi intéressante. Même si on a retrouvé peu de morceaux de crâne d'Argentinosaurus, les chercheurs supposent que sa tête était petite en comparaison de son corps. Elle était assez légère pour ne pas tirer sur le cou et assez longue pour permettre de placer beaucoup de dents, mais pas pointues comme celles d'un carnivore. Ces dents, en forme de bâtonnets ou de petits crayons, étaient parfaites pour attraper, couper et arracher des feuilles ou des rameaux. La bouche pouvait s'ouvrir largement et la mâchoire était assez résistante pour supporter la mastication des plantes les plus coriaces. L'articulation entre le cou et le crâne devait être solide et souple à la fois. Elle permettait à la tête de bouger dans plusieurs directions pour surveiller ou manger.
De nombreux muscles partaient de la base du crâne jusqu'aux premières vertèbres du cou, donnant la force de porter la tête plusieurs heures sans fatigue. En étudiant les traces laissées sur les os et les muscles imaginés autour, on reconnaît plusieurs mouvements possibles. Le cou pouvait s'incliner, s'allonger, tourner à gauche ou à droite, et même faire de petits mouvements pour attraper des brindilles ou éviter un obstacle. Même une petite blessure dans cette partie du corps aurait été dangereuse, car le cou devait soutenir et déplacer la tête sans relâche. Le cou de l'Argentinosaurus n'était pas seulement utile pour manger. Il servait probablement à d'autres situations de la vie quotidienne. Quand l'Argentinosaurus marchait dans la forêt, il pouvait utiliser son cou pour repousser légèrement des branches sur son chemin. En période de sécheresse, il était possible pour lui d'atteindre des feuilles qui restaient hors d'atteinte pour d'autres dinosaures. Si la nourriture au sol devenait rare, il pouvait continuer à manger en hauteur, ce qui donnait un avantage pour survivre dans les moments où les plantes basses manquaient. La longueur du cou a influencé la façon de se déplacer. Comme la tête pouvait aller très loin en avant, l'Argentinosaurus devait garder son équilibre avec tout le reste du corps, surtout avec la queue. Les muscles du dos et des épaules étaient très développés pour ne pas laisser le cou tomber brusquement en avant. Les ligaments, sorte de cordes très résistantes, reliaient aussi les vertèbres entre elles pour éviter toute blessure. Pour mieux comprendre à quel point ce cou était adapté à sa vie, les chercheurs créent souvent des modèles sur ordinateur. Ils testent les mouvements du cou, la force nécessaire pour le lever ou l'abaisser et le poids à supporter à chaque instant. Ceci prouve que chaque détail du corps de l'Argentinosaurus était conçu pour aider à trouver de la nourriture et à vivre au mieux dans la nature ancienne. L'évolution du cou a pris beaucoup de temps. Au fil des générations, les Argentinosaurus les mieux adaptés transmettaient à leurs petits des caractéristiques utiles, un cou plus long, plus solide, plus souple. Cela a permis à l'espèce de survivre même dans des périodes difficiles, où seuls les animaux pouvant atteindre de hautes branches pouvaient manger en sécurité. Le cou est donc un parfait exemple de l'adaptation d'une espèce au fil du temps. Les spécialistes qui ont examiné les fragments de cou retrouvés en Argentine ont aussi remarqué la présence de petites articulations spéciales. Elles donnaient de la stabilité, mais permettaient aussi au cou de ne pas se casser sous un coup de vent ou sous le poids de la pluie accumulée sur le dos. Cette souplesse, combinée à la légèreté des os, était une aide précieuse pour l'animal. Le cou pouvait aussi servir d'outil de défense. En frappant ou en bougeant rapidement, l'Argentinosaurus pouvait faire peur à de petits prédateurs. Cela ne suffisait peut-être pas contre les plus gros carnivores, mais lui donnait le temps de s'éloigner ou de rester en groupe avec d'autres membres pour augmenter sa sécurité. Dans la vie en groupe, il est probable que les mouvements du cou jouaient un rôle dans la communication. Lever le cou, bouger la tête de haut en bas ou de gauche à droite pouvait transmettre des messages simples. Appeler à rassembler le groupe, montrer une direction pour trouver de la nourriture, signaler un danger. Même si aucun langage complexe n'existait, ce genre de signaux visuels était un moyen rapide pour tous les membres du groupe de réagir ensemble. Quand les chercheurs observent le squelette de l'Argentinosaurus dans les musées ou dans les laboratoires, ils se rendent compte que le long cou est ce qui attire d'abord l'œil. C'est la partie la plus visible et la plus remarquable du dinosaure. Pour les enfants, pour les curieux, c'est souvent ce qui reste en tête. Comment un animal peut-il porter un cou aussi long et vivre normalement? Les modèles grandeur nature montrent bien cette longueur extraordinaire et illustrent à quel point la structure interne du cou était bien pensée. Chaque vertèbre du cou gardait aussi des traces de blessures réparées, de petites bosses ou de signes de croissance. Cela montre que même à l'âge adulte, le cou continuait de changer un peu, de renforcer ses os et ses ligaments selon les besoins. Les fossiles de jeunes Argentinosaurus présentent des vertèbres de cou plus courtes, qui grandissaient année après année pour atteindre la grande taille des adultes. Le lien entre la longueur du cou et le reste du corps est direct. Si le cou était court, le dinosaure n'aurait pas pu manger assez haut ni atteindre autant de nourriture. Avec un cou long, il pouvait choisir la meilleure nourriture, passer plus de temps à manger sans effort et même partager sa zone de repas avec d'autres membres du groupe sans se gêner.
Même la façon de boire de l'Argentinosaurus était influencée par son cou. Il devait sûrement plier légèrement le cou pour atteindre l'eau des rivières ou des mares. Les muscles du cou et du dos devaient alors travailler ensemble pour que l'animal ne perde pas son équilibre. Le cou tenait aussi une place importante dans l'évolution de cette espèce. À chaque génération, les Argentinosaurus possédant un cou à la bonne taille pour trouver de la nourriture et éviter les blessures avaient des plus de chances de survivre. Les enfants grandissaient avec ce même avantage, transmettant à leur tour cette caractéristique utile qui a permis à l'espèce de devenir un des plus grands mangeurs de plantes de la préhistoire. Toutes ces observations montrent que le cou de l'Argentinosaurus n'est pas seulement une partie du corps parmi d'autres, c'est un outil vital, une adaptation parfaite à son mode de vie qui lui permettait de manger, de voir, de communiquer et de se protéger. Sa forme, sa longueur, sa solidité et sa souplesse ont joué un rôle central dans la réussite de cet animal exceptionnel dans son environnement, dans la grande forêt ancienne pleine d'arbres hauts et de végétation abondante. En observant le long cou de l'Argentinosaurus, il devient aussi important de regarder l'autre extrémité de son corps, la queue. Cet animal gigantesque possédait une queue vraiment extraordinaire, à la fois par sa longueur et par ses fonctions. Cette queue servait à plus d'un usage et jouait un rôle essentiel dans la vie quotidienne et la survie de l'Argentinosaurus. Pour comprendre cet animal, il faut examiner la queue dans ses moindres détails. La queue de l'Argentinosaurus était très longue. Les scientifiques estiment qu'elle pouvait mesurer plus de 10 mètres, parfois même plus selon les individus. Elle était constituée de nombreuses vertèbres allongées, peut-être 40 ou 50, assemblées les unes aux autres. Chaque vertèbre est un os long et solide, mais comme dans tout le squelette, ces vertèbres de la queue sont en partie creuses. Cela les rend plus légères et permet à la queue d'être maniable sans ajouter trop de poids à l'arrière de l'animal. La première fonction de la queue est l'équilibre. Quand l'Argentinosaurus bouge, la queue agit comme un contrepoids. Si le cou avance pour attraper des feuilles, la queue s'allonge derrière pour garder tout le corps stable. Cet équilibre est essentiel car le corps est très lourd et très long. Sans une queue bien longue et musclée, le dinosaure pourrait basculer en avant ou perdre l'équilibre, surtout quand il tourne ou doit changer de direction dans la forêt. Les muscles de la queue attachés au bassin sont épais et puissants, permettant à la queue de ne pas se balancer trop librement et de toujours suivre les mouvements du tronc. Les scientifiques pensent aussi que la queue servait à se défendre. Même si peu de prédateurs osaient s'attaquer à un adulte géant, la queue pouvait être utilisée comme une arme naturelle. En balançant sa queue, l'Argentinosaurus pouvait effrayer ou repousser un dinosaure carnivore qui s'approchait trop près. Les muscles forts et la rapidité possible de la queue rendaient ce geste très efficace, surtout pour défendre les jeunes ou repousser un danger soudain. Les traces sur certaines vertèbres montrent même des signes de choc ou de blessures anciennes, ce qui laisse penser que la queue était bel et bien utilisée dans des moments de conflit ou d'autodéfense. La queue ne servait pas seulement à se défendre, elle pouvait aussi servir de moyen de communication. Il est possible que les Argentinosaurus utilisaient leur queue pour donner des signaux simples, par exemple taper le sol pour produire un bruit ou faire un mouvement visible pour d'autres membres du groupe. Un mouvement brusque de la queue pouvait indiquer un danger ou donner un signe pour rassembler le groupe. Ces gestes étaient simples mais efficaces dans un environnement où la vue était parfois gênée par la végétation dense. La structure de la queue est conçue pour résister à la pression et à la tension. Chaque vertèbre de la queue s'emboîte parfaitement avec la suivante, formant une colonne flexible mais solide. Les tendons et ligaments, sortes de cordes naturelles, aidaient à garder la queue droite ou bien tendue selon les besoins de l'animal. Des muscles profonds, attachés à chaque vertèbre et au bassin, assuraient la force nécessaire aux grands mouvements. Cela permettait aussi au dinosaure d'avoir un contrôle précis de la position de sa queue, que ce soit pour la soulever, la baisser ou la bouger latéralement. Les chercheurs ont observé sur les fossiles que certaines vertèbres de la queue montrent des adaptations spéciales. Les premières vertèbres, celles qui sont reliées au bassin, sont très grosses et larges. Elles servent de base solide pour toute la queue. Plus on s'éloigne du bassin, plus les vertèbres deviennent fines et légères.
Cette structure permet à la queue d'être lourde et forte à la tâche, mais mobile et agile à la pointe. Cela aide l'Argentinosaurus à utiliser la queue sans risquer de la casser ou de se blesser dans un mouvement brusque. Quand l'animal grandissait, la queue aussi devenait plus longue et plus solide. Chez les jeunes, la queue était parfois moins développée, ce qui les rendait un peu plus vulnérables. Avec l'âge, la musculature grandissait et les os devenaient plus résistants. Cela montrait que la queue était un organe essentiel tout au long de la vie, indispensable pour marcher, se défendre et communiquer. La queue aidait aussi lors des déplacements sur des terrains difficiles. Si l'Argentinosaurus devait traverser un terrain boueux, la queue pouvait être déposée au sol pour offrir un point d'appui et éviter que le corps ne bascule. Quand l'animal devait tourner, la queue était déplacée de façon à garder le centre de gravité du corps bien placé. Cela évitait de tomber et facilitait la marche lente sur de longues distances. Cette immense partie du corps était bien fournie en air. Tout le long de la queue, de petits canaux dans les vertèbres servaient à faire passer les nerfs et les vaisseaux sanguins. Ainsi, l'Argentinosaurus pouvait ressentir précisément la position de sa queue et réagir rapidement si un obstacle ou un danger se présentait. Ce réseau nerveux permettait aussi de coordonner la queue avec les autres mouvements du corps. Lorsqu'il bougeait la tête ou levait le cou, la queue s'ajustait automatiquement en arrière pour que le corps reste droit et stable. Les fossiles étudiés en Argentine montrent parfois des indices de blessures ou de réparation dans les os de la queue. Certains morceaux portent des traces de fissures, de petits trous ou de cicatrices osseuses. Cela indique que même si la queue était solide, elle pouvait parfois subir des coups ou des accidents. Dans la plupart des cas, l'os se réparait tout seul en formant de nouvelles couches autour de la fissure. Ce processus montre la capacité d'adaptation et la résistance du squelette de l'Argentinosaurus. Dans la vie du groupe, la queue avait une fonction supplémentaire. Elle donnait à chaque individu plus d'espace autour de lui. Les Argentinosaurus vivant ensemble devaient faire attention à ne pas se toucher la queue ou à ne pas gêner le mouvement des autres membres du groupe. Ainsi, chaque animal gardait une certaine distance, ce qui facilitait le déplacement de tout le groupe dans la forêt ou sur les plaines. Cela aidait aussi à éviter les accidents ou les blessures inutiles entre les membres du même groupe. La queue pouvait aussi avoir un rôle lors de la saison de reproduction. Chez d'autres dinosaures ou animaux actuels, les queues servent parfois à montrer la force ou l'âge d'un individu. Il est possible que les plus grandes queues, bien formées, soit un signe de bonne santé ou de maturité chez l'Argentinosaurus. Les jeunes devaient attendre plusieurs années pour atteindre la taille et la puissance des adultes. Un adulte avec une queue imposante et bien musclée était peut-être plus respecté dans le groupe ou avait plus de possibilités de former des couples pour la reproduction. Des études plus précises sur la forme des extrémités de la queue montrent que l'os le plus loin à la pointe est de petite taille et légèrement aplati. Cette pointe pouvait bouger plus vite que la base de la queue, servant peut-être à des mouvements rapides pour surprendre un prédateur ou à faire fuir de petits animaux gênants près du sol. Cette capacité de mouvement augmentait la polyvalence de la queue et donnait une sécurité supplémentaire à l'animal dans son environnement naturel. Quand les chercheurs créent des maquettes ou des images de l'Argentinosaurus, ils insistent toujours sur la forme élégante et la longueur énorme de la queue. Dans les musées, c'est souvent la deuxième chose qui impressionne après le coup. Les visiteurs peuvent voir combien la queue prenait de l'espace et à quel point elle était essentielle pour rendre l'image complète du dinosaure dans son environnement. Au niveau du squelette, les liens entre la queue et le bassin laissent aussi passer beaucoup de tendons et de muscles, visibles dans les fossiles. Cela confirme que la queue n'était pas simplement une partie passive du corps, mais un vrai outil actif. C'est grâce à cette base solide que la queue pouvait porter tout son poids, absorber les chocs et réagir aux mouvements soudains. La connexion entre le bassin et la queue garantissait stabilité et force dans toutes les situations. La masse de la queue était aussi calculée avec soin par les experts. Ils examinaient la quantité d'os, la masse des muscles probables et même la répartition du gras et de la peau autour de la structure. Cela permettait d'obtenir une estimation précise du poids à l'arrière de l'animal pour mieux comprendre l'équilibre général du corps
et la puissance des muscles qui y étaient attachés. La queue, enfin, joue un rôle important dans la gestion de la fatigue. Quand l'Argentinosaurus passait de longues heures à marcher ou à manger, il pouvait bouger la queue pour changer de posture, délester un peu ses jambes ou reposer certains muscles du dos et des hanches. Les positions de repos pouvaient varier. Certains animaux laissaient pendre leur queue au sol, d'autres la posaient sur le côté selon le terrain ou les besoins du moment. Tout le développement de la queue chez l'Argentinosaurus est la preuve que la nature a cherché la meilleure solution pour vivre avec un corps aussi grand. La queue n'est pas un détail, c'est une pièce maîtresse du squelette, un outil de protection, d'équilibre, de communication et de déplacement. Sa forme, sa longueur, sa puissance et sa flexibilité font de l'Argentinosaurus un exemple parfait d'adaptation réussie à la vie sur terre ferme pendant le Crétacé. Cette organisation du squelette et de la musculature permettait à l'animal de vivre dans des milieux variés, de marcher dans la forêt dense, de traverser des plaines ouvertes ou de se regrouper en sécurité avec d'autres. Même après des millions d'années, la queue de l'Argentinosaurus continue d'impressionner et d'inspirer tous ceux qui l'étudient, que ce soit dans les laboratoires, les musées ou à travers les images réalisées pour montrer la vie de ce géant disparu. Les observations sur la queue de l'Argentinosaurus amènent naturellement à se demander comment un animal aussi grand trouvait assez d'énergie et de nutriments chaque jour pour vivre, grandir et se défendre. La vie d'un aussi gros dinosaure était surtout centrée sur l'alimentation. Pour survivre et maintenir un corps de plusieurs dizaines de tonnes, l'Argentinosaurus devait manger sans cesse, presque toute la journée, choisissant des végétaux variés pour satisfaire ses besoins. Sa nourriture, sa manière de s'alimenter et sa digestion montrent encore une fois à quel point cette espèce était parfaitement adaptée à son environnement. L'Argentinosaurus était un dinosaure herbivore. Être herbivore signifie qu'il ne mangeait que des végétaux. Il ne cherchait jamais de viande ou de petits animaux pour se nourrir. Les scientifiques le savent en observant la forme de ses dents, la disposition de sa mâchoire et les traces laissées sur les fossiles d'autres plantes. Les dents de l'Argentinosaurus étaient longues, plates et peu coupantes. Elles servaient à arracher les feuilles et à couper les fines branches. Elles n'étaient ni pointues, ni faites pour croquer des os ou des écorces très dures. Il avait un grand nombre de dents alignées dans les deux mâchoires. Au fur et à mesure qu'il usait ses dents, de nouvelles dents poussaient derrière pour remplacer celles tombées ou trop abîmées. Cette adaptation était très utile, car la nourriture végétale pouvait user rapidement les dents des grands herbivores. Pour manger, l'Argentinosaurus utilisait son immense cou afin d'atteindre des feuilles situées aussi bien en hauteur que près du sol. Il pouvait étendre sa tête directement vers les cimes des arbres ou se baisser pour ramasser des fougères, des jeunes pousses ou d'autres plantes basses. Cela lui permettait de manger sur plusieurs niveaux et d'éviter la concurrence directe avec d'autres grands dinosaures moins bien adaptés pour atteindre les branches hautes. Son alimentation quotidienne devait être impressionnante. Les chercheurs estiment qu'un adulte pouvait consommer des centaines de kilogrammes de plantes en 24 heures. L'Argentinosaurus devait donc passer la majorité de la journée à chercher de la nourriture, à cueillir des feuilles, à tirer sur des branches avec sa bouche large et à mâcher lentement de grandes quantités de végétaux. Il broyait les plantes avec ses dents plates et avalait rapidement, car il devait se nourrir en continu pour ne pas manquer d'énergie. Le menu principal de l'Argentinosaurus était composé de fougères, de conifères, de palmiers primitifs et d'autres plantes qui étaient très abondantes dans les forêts du Crétacé. Les fougères étaient faciles à trouver au sol ou sur les troncs humides, tandis que les conifères offraient des aiguilles et des branches tendres accessibles grâce au long cou. Les palmiers primitifs donnaient aussi des feuilles épaisses, parfois difficiles à couper, mais riches en nutriments. Les arbres à graines, qui ressemblaient à des cyprès, poussant dans les zones chaudes et humides, faisaient aussi partie de l'alimentation de ce grand dinosaure. Son appareil digestif était adapté à ce régime végétarien. Le ventre de l'Argentinosaurus était très volumineux. Il servait à stocker de grandes quantités de nourriture qui devaient être digérées lentement. Les intestins étaient longs et larges,
permettant de transformer des végétaux durs en éléments nutritifs essentiels. Les scientifiques pensent qu'en plus de la mastication avec ses dents, l'Argentinosaurus avalait parfois des petits cailloux. Ces cailloux, appelés gastrolites, restaient dans l'estomac et aidaient à broyer les plantes, un peu comme un moulin. Cette méthode est observée aussi chez certains oiseaux actuels qui mangent des graines ou des plantes coriaces. La digestion était un processus très lent. Les plantes contiennent beaucoup de cellulose, une matière difficile à transformer. Pour extraire l'énergie, l'Argentinosaurus devait alors garder longtemps la nourriture dans son ventre. Les bactéries présentes dans le système digestif aidaient à casser la cellulose et à libérer les sucres et les nutriments. Le corps absorbait ensuite ces nutriments par les intestins et les envoyait dans tout le corps pour fournir la force nécessaire à ce grand animal. Grâce à cette façon de digérer, l'Argentinosaurus pouvait survivre avec seulement des plantes, même si celles-ci étaient parfois pauvres en protéines. Pour compenser, il devait en manger beaucoup et ne jamais s'arrêter trop longtemps. Les jours où il y avait moins de nourriture, le dinosaure devait parcourir de longues distances pour trouver de nouveaux arbres ou de nouveaux buissons. Son cou et sa taille lui donnaient un avantage pour trouver de la nourriture là où les autres animaux n'avaient plus rien à manger. L'eau était aussi essentielle. Chaque jour, l'Argentinosaurus devait boire beaucoup d'eau pour hydrater son immense corps et pour faciliter la digestion des plantes. Il allait sûrement, en groupe ou parfois seul, jusqu'aux rivières, aux lacs ou aux marécages, surtout aux heures plus fraîches où il était plus facile de se déplacer. Sa grande taille lui permettait d'atteindre l'eau même dans les zones où les berges étaient profondes ou encombrées de végétation. Le mode de vie de l'Argentinosaurus dépendait donc beaucoup de la disponibilité de la nourriture. Pendant la saison des pluies, quand les plantes poussaient rapidement, il trouvait facilement de quoi manger. Mais pendant la saison sèche, il devait chercher plus longtemps, marcher plus loin et parfois manger des plantes moins nourrissantes. Sa capacité à manger à plusieurs hauteurs et à digérer de grandes quantités de fibres végétales l'aidait à survivre dans ces moments difficiles. L'alimentation influençait aussi l'organisation en groupe. Manger sous les arbres ou dans les forêts denses obligeait à se partager l'espace. Les membres du groupe s'écartaient pour éviter de se déranger, chacun avançant tranquillement et mangeant là où il trouvait. Parfois, plusieurs Argentinosaurus se suivaient sur de longues distances afin de profiter ensemble des parties les plus riches en végétation. Les restes fossiles de plantes retrouvés dans la région où vivaient les Argentinosaurus apportent aussi beaucoup d'informations. Les scientifiques trouvent parfois des empreintes de feuilles ou de branches mâchées à la même époque, ce qui montre que ces plantes faisaient bien partie de son menu. En étudiant le contenu fossile d'anciens estomacs, on a même retrouvé de petits morceaux de feuilles, de graines et de cailloux. Il confirme le régime basé sur les végétaux et l'usage de gastrolites. L'alimentation jouait aussi un rôle dans la croissance. Un jeune Argentinosaurus devait manger presque constamment pour grandir aussi vite que possible. Les adultes devaient maintenir leur masse, se réparer s'ils étaient blessés et trouver de l'énergie pour marcher, se défendre ou se reproduire. Les scientifiques estiment que la vitesse de croissance de ces dinosaures était influencée par l'abondance de nourriture dans leur environnement. Plus il y avait de plantes, plus ils grandissaient vite. La bouche grande et les dents adaptées étaient donc essentielles. Le fait d'avoir continuellement de nouvelles dents à disposition permettait de ne jamais arrêter de manger, même si certaines dents tombaient ou s'usaient trop. Cette capacité de renouvellement des dents assurait à l'Argentinosaurus de toujours pouvoir couper, arracher et broyer les grandes quantités de végétaux nécessaires à sa vie. Même la respiration avait un lien avec l'alimentation. En mâchant ou en avalant, l'Argentinosaurus devait respirer profondément pour transporter l'oxygène vers tous ses organes et aider son corps à fonctionner durant ses longues heures de repas. Les muscles du cou, du dos et du ventre devaient travailler ensemble chaque fois qu'il attrapait ou mâchait des plantes. Le rythme de l'alimentation était donc lent et régulier. L'Argentinosaurus avançait doucement, arrachait une branche, mâchait, avalait, puis avançait de nouveau pour recommencer. Entre chaque bouchée, il devait parfois s'arrêter pour surveiller autour de lui ou marcher vers une zone plus riche.
Certains scientifiques pensent aussi qu'il se reposait quand le soleil était trop chaud, pour reprendre ses repas plus tard dès que la température devenait agréable. L'alimentation de l'Argentinosaurus montre que la nature avait adapté ce dinosaure aux besoins de la vie sur Terre au Crétacé. Toutes les parties de son corps, de la tête à la queue, étaient pensées pour lui permettre d'atteindre la nourriture, de la consommer, de la digérer et de se déplacer dans un environnement en changement permanent. Cette relation entre forme du corps et alimentation explique en grande partie le succès de cette espèce géante. Grâce à sa façon de manger, à son appareil digestif efficace et à son organisation en groupe, l'Argentinosaurus a pu survivre de très longues années, franchir les saisons difficiles, élever ses petits et vivre dans les grands paysages pleins de plantes du passé. Les traces laissées dans la terre, les dents retrouvées dans les roches et les empreintes fossiles nous racontent encore aujourd'hui cette histoire de géants végétariens parfaitement adapté pour profiter au maximum des richesses offertes par la forêt et la nature de son époque. Pour un dinosaure qui dépend d'autant de nourriture, l'organisation sociale joue un rôle très important dans la vie de chaque individu. Vivre à plusieurs, partager un espace, se protéger mutuellement, tout cela permet à l'Argentinosaurus de mieux survivre dans un monde rempli de dangers et de défis. Les fossiles et les observations des terrains anciens montrent que l'Argentinosaurus ne vivait probablement pas seul. De nombreux indices suggèrent qu'il faisait partie de groupes, ce qu'on appelle des troupeaux ou des hardes, propriété essentielle pour la vie d'un animal si grand et si vulnérable surtout dans sa jeunesse. Quand plusieurs Argentinosaurus avancent ensemble, ils peuvent mieux explorer la forêt à la recherche de plantes, de jeunes pousses ou de branches nutritives. Chacun garde une petite distance pour éviter de toucher la queue ou le cou du voisin, car les mouvements sont lents mais l'espace occupé est grand. Se déplacer ensemble augmente la sécurité de tous. En cas de présence d'un prédateur, beaucoup d'yeux et d'oreilles surveillent les alentours. Les adultes forment souvent une sorte de barrière naturelle autour des plus jeunes, mettant leur taille et leur force au service de la protection du groupe. La vie en groupe facilite aussi la recherche de nourriture. Quand la végétation d'une zone est épuisée, le groupe peut se déplacer ensemble vers une autre partie de la forêt ou de la plaine, laissant le temps aux plantes de repousser. Cette mobilité permet de ne pas trop appauvrir un endroit et de toujours trouver de quoi manger. Chaque individu observe le comportement des autres et apprend ainsi où aller, quelles plantes choisir et comment éviter certaines zones. Dans un groupe d'Argentinosaurus, il existe probablement différents âges. Les plus jeunes, plus petits, restent au centre du groupe pour bénéficier de la présence rassurante des adultes. Les adultes, grâce à leur taille, forment une barrière pour décourager les carnivores qui pourraient tenter d'attaquer. Cette organisation protège les plus faibles tout en assurant la survie de l'espèce et la croissance des petits. On pense que si un prédateur comme un grand dinosaure carnivore s'approchait trop, les adultes se réunissaient, levaient leur tête haut et formaient un cercle pour impressionner et repousser l'ennemi. Les habitudes sociales de l'Argentinosaurus aident aussi à transmettre l'expérience. Les plus jeunes apprennent à chercher de la nourriture, à se méfier des bruits suspects et à reconnaître les meilleurs endroits pour boire en observant les adultes. Cela rend le groupe plus efficace, car chacun profite du savoir des autres membres du troupeau. Les interactions entre animaux de différents âges aident aussi à renforcer les liens et à organiser la vie en commun. La communication entre les membres du groupe utilise sûrement plusieurs moyens. Les mouvements de cou, les gestes de la queue ou les bruits produits en marchant servent à transmettre des informations. Par exemple, un mouvement brusque du cou ou un choc de la queue sur le sol peut avertir d'un danger ou signaler un endroit sûr. Les grognements, soufflements ou autres sons graves, peut-être produits par la gorge ou les narines, servent à rester en contact, surtout dans les forêts denses où il est difficile de toujours voir les autres membres du troupeau. Le groupe se déplace lentement, suivant la végétation ou avançant vers les points d'eau selon la saison. Parfois, il arrive que plusieurs groupes différents se rencontrent et partagent la même zone, surtout au moment où la nourriture abonde. Dans cette situation,
Les groupes gardent souvent leur distance pour éviter des conflits. Mais quand les ressources se font rares, il arrive que les différents groupes se séparent ou cherchent d'autres territoires, chacun suivant les anciens chemins indiqués par les adultes les plus expérimentés. La protection du groupe joue un rôle essentiel lors de la naissance des petits. On pense que les Argentinosaurus pondent des œufs dans des endroits cachés, souvent dans des nids aménagés avec de la végétation et de la boue. Après l'éclosion, les bébés, encore très petits comparés aux adultes, étaient vulnérables aux prédateurs comme les petits carnivores ou les oiseaux géants. Les adultes restaient donc vigilants autour des nids et guidaient les jeunes vers des endroits sûrs en marchant lentement et en formant une sorte de mur protecteur. La croissance des jeunes Argentinosaurus était rapide car il fallait atteindre une taille suffisante pour être moins vulnérables. Pour cela, les jeunes mangeaient beaucoup et suivaient le rythme du troupeau. Les premiers mois de vie, ils restaient toujours très proches de leur mère ou d'autres adultes. Dès qu'ils grandissaient, ils pouvaient commencer à participer aux déplacements plus lointains du groupe pour chercher de la nourriture. Les adultes surveillaient toujours les petits et réagissaient rapidement aux moindres signes de menace. La vie en groupe aide aussi les membres malades ou blessés. Un adulte qui se déplaçait plus lentement pouvait profiter du rythme général du troupeau pour rester intégré tout en restant protégé par les autres. Parfois, des traces fossiles montrent des os guéris ou des marques anciennes de blessures. Cela signifie que même blessés, certains animaux pouvaient survivre grâce à l'aide implicite de la vie groupée. Le rythme lent des déplacements et la sécurité relative d'un groupe permettaient la survie même d'animaux affaiblis par la maladie ou l'accident. Les fossiles découverts donnent parfois des indices sur cette vie collective. On trouve des empreintes de plusieurs pieds d'Argentinosaurus dans le même sens, à la même profondeur, ce qui indique un déplacement groupé. Des amas d'os fossilisés de plusieurs individus, adultes et jeunes, se retrouvent parfois ensemble dans une même couche de roches, preuve que ces animaux restaient ensemble en vie et parfois mouraient aussi ensemble en cas de catastrophe naturelle, comme une crue ou une coulée de boue. Le groupe offrait aussi des avantages pour se repérer dans la nature. L'union de plusieurs individus rendait plus facile la découverte de nouvelles zones riches en plantes ou en eau. Plusieurs paires d'yeux, d'oreilles et de narines aidaient à détecter les bonnes odeurs, repérer les sources d'eau ou sentir la venue d'un orage. Cette coopération naturelle permettait au troupeau de réagir avant un danger ou de changer d'itinéraire si le chemin devenait compliqué à traverser. La saison de la reproduction était un autre moment important de la vie en groupe. Plusieurs adultes se retrouvaient sur un même territoire propice pour pondre les œufs et surveiller les jeunes ensemble. Cet agrandissement temporaire du groupe permettait de partager la défense, d'échanger des signaux d'alerte et d'assurer que la prochaine génération trouve de quoi se nourrir en quantité suffisante dans des endroits choisis exprès pour leur sécurité. L'organisation sociale protégeait surtout les plus vulnérables. Quand la nourriture devenait rare, les adultes plus grands pouvaient aider à trouver de nouvelles zones en prenant la tête du groupe et en ouvrant le chemin. L'entraide entre individus, même sans langage, assurait la cohésion du groupe. Les vieux ou les blessés pouvaient marcher au centre, où la sécurité était la plus grande. Chaque déplacement du groupe laissait des traces visibles dans la nature. De larges sentiers étaient formés par le passage répété de dizaines d'Argentinosaurus. Les plantes étaient piétinées et les branches basses étaient arrachées par leurs longs coups. Les traces dans la boue ou la terre durcie sont encore visibles aujourd'hui comme des souvenirs fossilisés de cette vie collective. La coopération dans la recherche de nourriture réduisait aussi les disputes. Chacun pouvait manger à la hauteur qui lui convenait sans déranger trop les autres. L'immense étendue des forêts de l'époque permettait aux troupeaux de s'étaler sur de grandes distances, en gardant toujours un contact visuel ou auditif dans l'ensemble du groupe. Les adultes réglèrent parfois les disputes ou les tensions par des mouvements de cou, des positions de tête ou de queue sans violence. Le respect des distances et l'expérience des plus anciens faisaient régner l'ordre et la tranquillité dans le groupe, ce qui était important pour la survie de tous. Grâce à cette organisation sociale, l'Argentinosaurus pouvait faire face à la variété de situations qu'il rencontrait dans la nature.
Il profitait des avantages du groupe tout en gardant sa liberté de se déplacer et de choisir sa nourriture. La vie en communauté renforçait la sécurité, la survie des petits et la transmission des comportements nécessaires à la vie dans un environnement parfois dangereux ou changeant. Vivre ensemble a permis à cette espèce géante de durer de longues années et de s'adapter à de nombreux changements dans son habitat en restant fidèle à une organisation efficace basée sur la solidarité et la vigilance. Toutes les traces laissées dans la roche, au cœur des paysages anciens, continuent aujourd'hui de raconter comment ces animaux extraordinaires exploitaient les ressources de leur monde par la force de la vie en groupe et le soin porté à chaque membre de leur famille. Au cœur de cette organisation en groupe, l'environnement qui entoure l'Argentinosaurus joue un rôle essentiel dans sa vie quotidienne. Tout ce qui se trouve autour de lui, les arbres, les rivières, les collines, la température de l'air, la composition du sol, tous ces éléments forment ce qu'on appelle le milieu naturel. Comprendre ce monde permet d'imaginer la vie de l'Argentinosaurus dans chaque détail, comment il bougeait dans la forêt, quelle végétation il trouvait pour se nourrir et quels autres animaux il croisait chaque jour. Il y a environ 100 millions d'années, à l'époque où vivait l'Argentinosaurus, le climat de ce qui est aujourd'hui l'Argentine était bien différent de celui que l'on connaît maintenant. La région était beaucoup plus chaude. Il n'y avait pas encore de glaciers ni de saison vraiment froide. La chaleur de l'air favorisait la croissance rapide de très nombreuses plantes. L'humidité dans l'air était élevée, surtout près des rivières, des marécages et des lacs qui occupaient une grande partie du paysage. Ce climat chaud et humide est très important car il permettait la présence de forêts denses et de vastes prairies vertes, fournissant ainsi assez de nourriture aux plus grands dinosaures de la région. Les forêts de cette époque étaient très riches. Elles étaient remplies de fougères, de grands arbres à aiguilles, de cycas et de palmiers primitifs. Il y avait aussi de nombreuses petites plantes qui couvraient le sol, des mousses, des petits arbustes et des jeunes pousses. Les arbres pouvaient atteindre de grandes hauteurs. Cela créait plusieurs niveaux dans la forêt, depuis la base jusqu'aux branches du sommet. Cette diversité de végétation aidait chaque type de dinosaure à trouver la nourriture la mieux adaptée à ses besoins. L'Argentinosaurus, grâce à son long cou, pouvait manger aussi bien au sol que dans les branches hautes, sans trop de difficultés. Les sols étaient souvent humides, parfois boueux, car la pluie tombait régulièrement toute l'année. Les marécages, ou zones humides, formaient des endroits où l'eau restait longtemps à la surface. Il y avait aussi de nombreux ruisseaux et rivières qui s'écoulaient lentement entre les arbres, offrant de l'eau fraîche aux animaux qui venaient en boire. Ces rivières étaient bordées de végétation dense, formant des abris pour de petits animaux ou des endroits où les jeunes dinosaures pouvaient se cacher. L'eau était indispensable pour tous. Chaque membre du groupe venait s'y désaltérer plusieurs fois par jour. La topographie du paysage était variée. Certains endroits étaient plats, couverts de prairies vertes, idéales pour le déplacement des grands troupeaux. D'autres régions avaient de petites collines que les animaux devaient contourner. Parfois, on trouvait des falaises ou des ravins creusés par l'eau qui balisaient les chemins naturels dans la forêt. Toutes ces caractéristiques du terrain influencèrent la direction prise par le groupe d'Argentinosaurus à la recherche de nourriture et d'eau. Les scientifiques savent tout cela en étudiant les couches de terre fossilisées, appelées sédiments. Dans ces couches, ils trouvent de l'argile, du sable, des restes d'anciennes plantes, des graines et même parfois des traces de boue séchées par le soleil. En analysant la composition chimique de ces fossiles de terre, ils peuvent savoir s'il y avait beaucoup d'eau, quelle était la température, ou encore si de grands incendies de forêt ont eu lieu à cette époque. La faune de l'époque du Crétacé en Amérique du Sud était aussi très variée. Dans cette région prospéraient de nombreux autres dinosaures, des herbivores et aussi des carnivores. Certains étaient très grands comme le Patagotitan, le Puertasaurus ou le Dreadnoughtus, qui vivaient parfois dans les mêmes forêts et cherchaient les mêmes types de végétaux. Chaque espèce trouvait sa place grâce aux différences de régime alimentaire et à la façon dont elle bougeait ou se nourrissait. Il y avait aussi plusieurs types de dinosaures carnivores, comme le Giganotosaurus ou l'Andesaurus, qui chassaient les animaux blessés, malades ou les jeunes plus vulnérables.
Les petits reptiles, les oiseaux primitifs, les insectes et même les premiers mammifères complétaient la grande diversité de vie. Les poissons étaient nombreux dans les rivières, tandis que des tortues ou des crocodiles archaïques vivaient dans les marécages, souvent peu visibles parmi la végétation. Dans ce monde très vivant, l'Argentinosaurus devait toujours être attentif à son environnement. Même s'il était un des plus grands, il devait éviter certaines zones trop escarpées pour supporter son poids ou trop éloignées de l'eau. Les terrains trop boueux pouvaient poser problème car il risquait de s'enfoncer. Les membres du groupe surveillaient les dangers, repéraient les sentiers stables et évitaient les endroits où la nourriture manquait ou où il y avait trop de prédateurs. À certains moments de l'année, des phénomènes naturels comme la sécheresse ou les inondations pouvaient affecter la région. Pendant la saison sèche, les rivières se rétrécissaient et certaines plantes disparaissaient temporairement. Les grands troupeaux devaient alors parcourir de plus longues distances pour trouver de l'eau et de quoi se nourrir. À la saison des pluies, au contraire, la végétation poussait plus vite, les marécages s'élargissaient et chaque animal trouvait plus facilement sa ration quotidienne de feuilles, de branches et d'eau propre. Ces changements influençaient grands et petits, modifiant la répartition des groupes dans tout le territoire. L'importance des marécages est visible dans les fossiles retrouvés. Beaucoup d'empreintes découvertes sont bien conservées dans une ancienne boue qui s'est durcie. Cela prouve que les Argentinosaurus et d'autres dinosaures fréquentaient les berges, suivaient les rivières et parfois risquaient de rester coincés en cherchant de l'eau ou de la nourriture au mauvais endroit. Les couches de sédiments gardent aussi des traces de plantes typiques des zones humides, comme certaines fougères géantes ou des arbres avec de grandes racines visibles. L'environnement de l'Argentinosaurus changeait lentement au fil du temps. Les plantes grandissaient, puis mouraient, apportant chaque année de nouvelles couches de matière organique au sol. Les feux de forêt naturels, provoqués par la foudre ou la sécheresse, créaient temporairement des espaces ouverts qui étaient vite colonisés par de nouvelles plantes. Ces cycles naturels offraient aux troupeaux d'Argentinosaurus une alternance de zones denses et de clairières, chacune offrant des sources de nourriture différentes. Le ciel du Crétacé était aussi différent. Pendant de longues périodes, le climat était stable. Il n'y avait jamais de glace ni d'hiver froid. Le soleil brillait fort la plupart du temps, évaporant l'eau des flaques et faisant pousser les jeunes feuilles. La nuit, le ciel était rempli d'insectes et de petits animaux qui sortaient à la recherche de nourriture ou d'eau. Dans cet environnement foisonnant, chaque bruit, chaque odeur avait son importance pour repérer un danger, trouver une plante mûre ou retrouver les autres membres du groupe. L'abondance de nourriture dans l'environnement faisait que de grandes populations d'Argentinosaurus pouvaient vivre ensemble, partageant un territoire vaste mais fertile. Quand la nourriture venait à manquer à cause de la sécheresse ou de l'arrivée d'autres animaux, les groupes se déplaçaient alors, guidés par leur mémoire des points d'eau ou la présence de vieilles traces de passage laissées par d'anciens troupeaux. Les chercheurs qui étudient ces environnements anciens utilisent les indices laissés dans le sol, les fossiles d'os, mais aussi les restes de graines, de feuilles fossilisées ou de pollen. Grâce à des microscopes et des analyses chimiques, ils reconstruisent les forêts d'il y a 100 millions d'années, devinant quelles plantes poussaient ensemble, à quelle fréquence tombaient les pluies ou encore comment les animaux se déplaçaient sur des milliers de kilomètres. L'équilibre de cet environnement était fragile. Un changement positif dans le climat permettait une explosion de vie végétale. Mais le manque d'eau, un volcan ou une maladie pouvaient, en quelques saisons, réduire la nourriture disponible et pousser les groupes de dinosaures à se disperser ou à essayer de survivre ailleurs. L'Argentinosaurus, avec sa taille et sa capacité à manger à diverses hauteurs, réussissait mieux que la plupart à traverser ces défis, mais il dépendait toujours des plantes, de l'eau et de l'abri offerts par les forêts anciennes. La diversité des paysages favorisait aussi le développement de comportements variés chez chaque espèce. Certains dinosaures préféraient les bords des rivières. D'autres s'aventuraient dans les forêts profondes ou les clairières ouvertes après un incendie.
Ces choix permettaient aux animaux de vivre ensemble sans s'épuiser mutuellement les ressources. L'Argentinosaurus, souvent dans les endroits plus ouverts ou dans les forêts à grands arbres, laissait les herbes basses et les plantes du sol aux petits animaux qui profitaient à leur tour de la richesse de l'environnement. Vivre dans un tel milieu demandait aussi de l'adaptation face aux changements. Avec son cou et sa queue, l'Argentinosaurus pouvait évoluer dans des espaces denses ou atteignant une nourriture éloignée. Avec la vie en groupe, il pouvait surmonter les périodes plus difficiles, cherchant toujours un nouvel équilibre entre déplacement, nourriture et sécurité. Tout ce décor naturel du Crétacé en Amérique du Sud nous aide à comprendre non seulement l'apparence de l'Argentinosaurus, mais aussi sa façon de bouger, de se nourrir, de se défendre, de vivre en groupe, et sa réussite dans ce monde aujourd'hui disparu. Chaque arbre fossile, chaque empreinte laissée dans l'argile, chaque trace d'os ou de feuilles couvertes de terre ancienne raconte un peu de la grande histoire de la vie sur notre planète, quand les géants comme l'Argentinosaurus régnaient sur les terres vertes d'un monde très différent du nôtre. Ce grand paysage du Crétacé, peuplé d'Argentinosaurus et de tant d'autres espèces, ne cesse aujourd'hui de fasciner les chercheurs, les enseignants et tous ceux qui veulent comprendre l'histoire de la Terre. L'Argentinosaurus, avec son corps immense, sa manière de vivre en groupe, sa façon originale de se nourrir et de se déplacer, n'est pas seulement un dinosaure remarquable, il est devenu une pièce précieuse pour toutes les personnes qui étudient l'évolution et la diversité de la vie. L'héritage laissé par cet animal géant se retrouve dans la science, dans l'imaginaire collectif, dans la culture et aussi dans les musées. La découverte des premiers ossements d'Argentinosaurus dans la terre d'Argentine a ouvert la porte à de nombreuses recherches et à des échanges entre scientifiques du monde entier. À chaque nouveau fragment de squelette mis au jour, des spécialistes en paléontologie, en géologie, en biologie, mais aussi en informatique et en chimie collaborent pour comprendre d'où venait cet animal, comment il a vécu, pourquoi il a disparu et ce que sa vie peut nous révéler sur notre propre planète. Lorsque les scientifiques étudient l'Argentinosaurus, ils ne s'arrêtent pas seulement à la description des os ou à la reconstruction du squelette. Ils veulent comprendre comment une telle créature a pu exister, évoluer et survivre dans un environnement changeant. Les études portent autant sur la croissance du squelette, la façon dont il portait son poids, que sur sa manière de consommer l'énergie, de se nourrir, de protéger ses petits ou de communiquer avec les autres membres du groupe. Le squelette de l'Argentinosaurus est exposé dans plusieurs musées sous forme de fossiles d'origine ou de reproduction à taille réelle. Ces reconstitutions impressionnent par leur taille et montrent au public l'immensité du dinosaure. Les enfants, les adultes, les chercheurs, tous peuvent mesurer à quel point cet animal diffère de la faune actuelle par son volume, sa longueur, la forme de son cou ou la puissance de ses membres. Cette mise en valeur dans les expositions sert non seulement à admirer les dimensions incroyables du dinosaure, mais surtout à éveiller la curiosité de chacun pour la science, la nature et l'histoire. Les livres, les films, les documentaires et les dessins d'artistes inspirés par l'Argentinosaurus ont aussi contribué à sa popularité. Chaque nouvelle découverte, chaque analyse scientifique fait naître de nouvelles images dans l'imaginaire collectif. Des élèves dessinent l'animal en train de marcher dans les marécages, des écrivains inventent des histoires sur sa vie dans la forêt, et même dans les dessins animés, il occupe une place importante pour représenter la force, la grandeur et la diversité de la vie ancienne. Le plus grand héritage de l'Argentinosaurus réside dans ce qu'il apprend au monde sur l'évolution. En étudiant ses os, les chercheurs ont découvert des adaptations particulières, par exemple les os creux qui permettent de rendre le squelette plus léger, le long cou conçu pour atteindre la nourriture en hauteur, la queue solide mais mobile, la disposition des membres sous le corps pour supporter tout le poids, ou encore la possibilité de vivre en groupe pour mieux se défendre et élever les petits. Chaque adaptation est le résultat de millions d'années de changements, de défis et de sélection naturelle dans un environnement complexe et souvent changeant. Les travaux sur l'Argentinosaurus montrent aussi la grande variété possible des formes de vie sur notre planète.
la nature a créé des êtres petits, rapides, légers, mais aussi des géants lents et puissants. Cette diversité prouve que de nombreuses solutions existent pour survivre, s'adapter, évoluer selon les besoins et les ressources disponibles. L'Argentinosaurus est un exemple de l'extrême de la vie terrestre. Un animal qui a développé une manière unique de manger, de digérer, de faire grandir sa famille, tout en vivant au sein d'un groupe, dans des forêts denses ou sur de vastes plaines soudaines. La disparition de l'Argentinosaurus, comme celle de nombreux autres dinosaures, pose encore aujourd'hui beaucoup de questions. Les scientifiques savent qu'il y a environ 66 millions d'années, un grand changement s'est produit sur la Terre, causant l'extinction de la plupart des dinosaures. Divers phénomènes, comme des volcans, des chutes de météorites, des changements climatiques, ont modifié les conditions de vie sur toute la planète. Le climat est devenu moins stable, la lumière du soleil a parfois diminué, les plantes sont devenues moins abondantes. Et les grands animaux comme l'Argentinosaurus n'ont pas pu s'adapter assez vite pour survivre à ces bouleversements. L'histoire de l'Argentinosaurus, conservée dans les roches, sert maintenant à mieux comprendre la fragilité des équilibres naturels et l'importance de préserver la diversité de la vie. En étudiant l'échec de certaines espèces et la réussite passagère d'autres, la science construit un savoir utile pour protéger les espèces d'aujourd'hui, prévenir des extinctions et garder l'équilibre de la planète à long terme. Chaque nouvelle présentation de l'Argentinosaurus dans un musée, chaque cours sur la préhistoire, chaque reportage sur les fossiles contribue à transmettre ce message: la vie évolue, change, s'adapte, mais aussi disparaît parfois. La survie d'une espèce dépend de sa capacité à trouver sa place, à répondre aux défis, à se renouveler pour chercher de nouvelles solutions. L'Argentinosaurus, à travers son histoire, rappelle à chacun la nécessité de comprendre, d'observer et de respecter la nature telle qu'elle existe autour de nous. L'étude des fossiles d'Argentinosaurus permet aussi d'inspirer des inventions dans d'autres domaines. Les ingénieurs observent la façon dont ses os étaient allégés, sa structure tellement bien répartie, pour inventer de nouveaux matériaux solides mais légers. Les scientifiques réfléchissent à l'organisation interne de son corps, à la distribution des muscles et des tendons, à la résistance des articulations pour mieux comprendre la biomécanique. L'histoire de ce dinosaure, retrouvé dans la pierre, devient un modèle de solution que la nature a mise en place au fil des millions d'années d'évolution. Les enfants qui découvrent l'Argentinosaurus dans un livre, à l'école ou pendant la visite d'un musée gardent souvent cet émerveillement. Ils posent des questions, veulent savoir comment un animal aussi grand pouvait naître, grandir, éviter les dangers, vivre ensemble avec les autres, mourir puis laisser ses os dans la terre pendant des milliers de siècles. Les chercheurs partagent avec eux ce goût de la découverte, la patience pour retrouver des indices dans la poussière et l'envie de reconstituer le passé morceau par morceau. Les artistes, quant à eux, utilisent la science pour dessiner, modéliser ou créer des images numériques fidèles. Chaque détail compte: la longueur du cou, la largeur des pieds, la position de la queue, la taille de la tête, la couleur de la peau imaginée à partir des animaux d'aujourd'hui. Ces œuvres font revivre l'Argentinosaurus dans l'imaginaire collectif et complètent la compréhension proposée par les scientifiques. Chaque fragment de l'Argentinosaurus, chaque os retrouvé est enregistré et étudié. Quand de nouveaux fossiles apparaissent, les chercheurs repartent sur les chantiers de fouilles avec beaucoup d'espoir. Peut-être trouveront-ils un nouveau morceau, une dent, une vertèbre manquante, une patte ou même un crâne presque entier. Tous ces morceaux complètent peu à peu le puzzle du passé et parfois aident à réviser des idées anciennes ou à proposer de nouvelles hypothèses sur son mode de vie. L'héritage scientifique laissé par l'Argentinosaurus dépasse la question simple de la taille ou du poids. Cette espèce pousse à regarder comment chaque adaptation peut répondre à un problème de la vie. Marcher sans se fatiguer malgré la masse, manger sans épuiser les plantes, échapper aux prédateurs en vivant ensemble, ou même survivre aux maladies et aux blessures grâce au soutien du groupe. En étudiant en détail la croissance de ce dinosaure, les chercheurs peuvent aussi mieux comprendre comment les os se forment, se solidifient,
se réparent tout au long de la vie. Ils suivent l'apparition des lignes de croissance dans les os, évaluant le rythme de vie du jeune, l'âge de l'adulte, la survie des plus vieux. Ce savoir ne sert pas qu'à l'histoire, mais aussi à la médecine et à la biologie de tous les êtres vivants, humains compris. Les découvertes autour de l'Argentinosaurus continuent de se multiplier car de nouvelles technologies permettent d'analyser la terre, la roche, les fossiles cachés ou de reconstituer sur ordinateur la forme et les mouvements de l'animal tels qu'ils devaient être dans la réalité. Avec chaque nouvelle avancée, la connaissance grandit et la fascination reste entière pour ce géant du passé. La mémoire de l'Argentinosaurus réunit ainsi la passion des scientifiques pour l'apprentissage, la curiosité des enfants et l'admiration du grand public. Son histoire montre que la vie sur Terre a connu des formes bien différentes de celles d'aujourd'hui, mais que chaque créature, aussi grande ou modeste soit-elle, laisse une trace qui enrichit notre compréhension commune du monde vivant. Voir un squelette d'Argentinosaurus, même aujourd'hui, c'est toucher du regard des millions d'années d'histoire et se rappeler que le secret de la vie réside dans l'adaptation, la diversité et l'émerveillement. À travers l'étude de l'Argentinosaurus, la Terre donne à chacun l'envie de protéger tous les êtres vivants, petits ou grands, et de continuer à chercher, à découvrir et à apprendre sur le passé, le présent et le futur de la planète qui nous abrite tous.